Donc je suis là pour vous présenter mon livre, La faillite du monde moderne, sous-titré aux premières loges d'un chaos planifié, paru donc le 19 novembre dernier, qui en est à sa deuxième réédition. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est une synthèse assez qui ne sera jamais exhaustive parce que c'est pas possible. Les sujets sont tellement vastes, mais c'est une synthèse de 6 années d'analyse, de 6 années de travail sur les questions sociales qui nous intéressent, qui m'intéressent particulièrement et dont j'ai publié les travaux sur Internet, dans plusieurs centaines de vidéos, je pense qu'on en est à 600 facilement, qui ont été visualisées des millions de fois et qui font que maintenant je suis un petit peu, on va dire, connu par rapport à ces travaux. Et c'est un livre qui contient 1 200 000 signes, 520 notes de pas de page à peu près. C'est très 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 riche. Ce n'est que le début d'une lecture de ce monde moderne décadent, mourant, en pleine décomposition. C'est un livre donc qui s'imposait de lui-même parce que je voulais sortir un petit peu de la sphère Internet underground. Vous savez, c'est toujours la même chose, hein, tiens, écoutez ça sur Internet, tiens, bon, un livre papier, bien façonné, avec une belle qualité de papier, ben, c'est plus crédible dans un salon, dans une bibliothèque, déjà. Même si ça ne changera en rien la qualité des vidéos, bien au contraire, je pense que les vidéos, elles sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus fouillées, où il y a des extraits, où il y a des photos, des images, des captures d'écran d'articles, de fax, enfin un peu de tout. C'est quand même beaucoup plus riche, et en plus 600 vidéos, je vous garantis que ça fait du travail. Bref, donc ce livre s'est imposé de lui-même. Voilà, vous avez ici un travail qui permet de s'imposer lorsqu'on explique la décadence de ce monde moderne. C'est-à-dire que là, on ne s'amuse plus, on n'est plus dans l'approximation. Oui, tu as vu un tel. Non. Là, on a le lieu, la date, la condamnation, le papier, la vidéo, les liens. Il y a une page sur Internet, sur le site Édition Fiat Lux, qui répertorie toutes les notes de bas de page. Vous pouvez juste cliquer dessus, vous allez directement sur les liens, les URL Internet. Mais bon, il y a les notes aussi de texte, hein, mais bon, voilà, ça facilite la recherche et ça vous permet d'aller voir immédiatement les travaux dont je parle. Ce livre donc va commencer par la pierre de Rosette, même s'il paraît que cette pierre de Rosette était très très imparfaite. Mais bon, c'est l'algorithme de lecture de l'accélération des événements de cette dernière décennie, c'est-à-dire le 11 septembre. Alors moi j'ai toujours dit qu'il fallait ne pas trop s'appesantir sur le 11 septembre, parce que c'est rien du tout par rapport à ce qui a été fait. Si on compare, d'ailleurs j'en parle dans le livre, si on compare toutes les inside jobs, tous les false flag attaques qu'il y a eu, notamment par les Américains, mais aussi par les Européens, ça remonte à très loin et depuis toujours. On tue quelqu'un, on fait dire que c'est un tel, et on les attaque pour le venger, et puis c'est tout bête. Ça existe depuis toujours. Ça s'est fait en Irak avec l'affaire Alibaba, ça s'est fait dans le golfe du Tonkin, ça s'est fait dans le golfe du Mexique, ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait... Enfin, c'est dingue. Quand on s'intéresse à ces choses-là, c'est dingue ce que vous pouvez tirer des livres. Des fois, je lis des livres et je vois un inside job. Je dis, ben tiens, il va me servir celui-là. Je le retire et j'en parle la fois d'après. Il y en a eu plein, absolument énormément. Donc, il faut pas trop s'appesantir dessus, parce que ça prend trop de place, c'est polémique, alors qu'on a des situations extrêmement plus graves et plus parlantes, clairement devant nos yeux. Voilà, par exemple, tout bêtement, le complot du Mediator. Voilà, on a tué des gens, des milliers de personnes, on en a rendu malades 10 fois plus, et il y a personne en prison. Bien au contraire, les gens de l'agence du médicament ont été financés par le Servier. Ben, tout le monde est libre actuellement, alors qu'il y a eu des meurtres.
des assassinats connus, puisqu'on sait que ce poison depuis 33 ans, commercialisé depuis 33 ans, et qui est le cousin de l'isoméride, c'est un poison, puisque l'isoméride a été interdit. Donc, tout le monde le savait. Donc, c'est une préméditation, donc c'est des circonstances aggravantes, et pourtant, il n'y a personne en prison. Ça, c'est un complot qui a tué plus que le 11 septembre, j'appelle ça le terrorisme pharmaceutique. Et ça intéresse les gens d'aujourd'hui. Bon, voilà, il y en a plein qui ont pris le Mediator. Là, maintenant, le 11 septembre, je suis désolé, moi ça me concerne pas trop directement, je connais aucun New-Yorkais, voilà, enfin demain il y a le même 11 septembre en Chine, voilà, il y a la même chose à Marseille, ça va me toucher un peu plus, voilà, j'y habite, je vais certainement avoir des pertes de mes connaissances, enfin voilà, il faut pas faire d'histoire, faut pas faire croire au monde qu'on pleure on va pleurer des étrangers, c'est pas vrai, on pleure même pas nos voisins. Donc faut arrêter d'être hypocrite. Donc mais le 11 septembre est une bonne un bon début de réflexion pour juste poser les pions sur l'échiquier et expliquer que ce qui se passe juste après la guerre en Irak, en Afghanistan, les fausses fioles d'anthrax, le mensonge, tout le monde est d'accord que c'est un mensonge. Comment continue-t-on encore aujourd'hui à croire ces voyous qui ont déjà menti? Par exemple, aujourd'hui en Syrie, en nous faisant croire que c'est des gaz chimiques. Bon, mais qui lui a vendu ces gaz chimiques? C'est l'Occident qui lui a vendu ces gaz. C'était pourquoi? C'était pour le sniffer dans les toilettes des boîtes de nuit. Ben, le gaz chimique militaire, c'était fait pour être balancé sur des êtres humains. Quand l'abruti des services français ou allemands ou américains lui a vendu, il savait très bien pourquoi il allait l'utiliser. Pourquoi? Le Syrien, peut-être pas Bachar, peut-être son père avant lui, lors de la commande, ben, c'était pour balancer sur le peuple. Et après, on met comme condition d'intervention internationale l'utilisation des gaz. Ça n'a aucun sens et n'importe quel abruti peut comprendre cette mise en scène ridicule. Bon, le livre après, le lien se fait directement avec l'argent, notamment avec les délits d'initiés qui sont pour moi les délits d'initiés d'AXA Assurance, du United et American Airlines, qui démontrent que certaines personnes savaient ce qui allait se passer 2 jours avant et on a comptabilisé 25 fois plus de ventes, etc. au niveau des transactions boursières. Bon, c'est une preuve, point à la ligne. Voilà, n'importe quelle agence, la SEC ou l'AMF peut le dire, le constater et envoyer les coupables en prison. C'est du délit d'initié. Sauf que ce délit d'initié a des conséquences extrêmement fâcheuses. C'est pas un délit d'initié pour empocher des sous, c'est-à-dire qu'il y a eu des 3000 morts derrière, on n'a pas contacté la police pour dire qu'il y avait des risques, etc. Donc, c'est extrêmement grave, mais il n'y a pas eu de conséquences, on l'oublie. Du coup, bon, l'enchaînement se fait naturellement, j'ai parlé de l'argent et de l'État. Donc l'argent, j'explique ce qu'est l'argent. Historiquement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, parce que maintenant aujourd'hui, bon, c'est pas du tout ce que ça devrait être. Puis la crise financière, avec les gros scandales, des scandales monstrueusement graves, dans lesquels des milliers de milliards disparaissent, et exactement comme la Big Pharma, il n'y a aucune condamnation, il n'y a pas un seul... je crois que de mémoire, il n'y a que Madoff qui a fait de la prison. C'est tout. 80 milliards quand même, mais il y a que Madoff qui a fait de la prison. Aucun patron de Goldman Sachs, qu'on appelle le diable de la finance, c'est signé. Aucun patron, enfin personne, pas même Paulson qui a joué double jeu, ni Alan Greenspan qui est l'initiateur, le coupable des subprimes puisque c'est lui qui les a créés. Rien, personne, il n'y a pas de coupable. C'est quand même extrêmement curieux. Ce qui prouve, encore une fois, je vous signale que vous grillez un feu rouge, vous êtes au tribunal de police, on vous enlève vos points, si vous payez pas, il y a un huissier qui vient récupérer les sous. Et si vous les avez pas sur votre compte, il se pointe à la maison, il vend la télé. Il prend son argent. C'est un huissier, il est payé pour ça, pour un feu rouge. Un feu rouge à 4 heures du mat, il y avait aucun risque.
J'incite pas les gens à griller les feux rouges, certainement pas. Mais quand même, il n'y a aucun risque. Et même, quand bien même y aurait-il eu un risque, il a tué 3 personnes. Cette crise, elle va mettre des nations entières. Il y a des émeutes de la faim. On parle de millions de morts. Des émeutes de la faim, des suicides, des divorces, des malheurs, mais en quantité industrielle. Et non, il n'y a pas de coupable. Il y a quand même quelque chose qui cloche. À moins, et c'est ça que je dis moi, alors vous aurez toujours des abrutis qui diront le contraire, à moins que ce soit concerté, à moins que ce soit l'objectif, à moins que ce soit le projet. Et c'est ce que j'appelle le complot. D'ailleurs, il y a un petit chapitre en introduction pour expliquer un petit peu cette manie du système dominant actuel qui tend à discréditer assez facilement et d'un revers de la main complotiste, donc discrédité. Du coup, on rentre même pas dans le fond du sujet, vous êtes tout de suite mis sur les bancs de la civilisation. Vous êtes rien, vous n'existez plus. Vous avez beau être un bac plus 32, vous avez beau être un ancien ministre qui a un Dumas, ce que vous voudrez. Il y en a plein, hein, des ministres qui parlent de complot. L'allemand, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Bon, et tout de suite, alors comment Von Bülow, voilà, exactement. On a le russe aussi, le Leonid Ivashov, on en a plein qui parlent du complot. Donc comment? Il était ministre, donc les plus hautes fonctions de l'État, etc. Et du jour au lendemain, juste parce qu'il parle de complot, donc il y a quelque chose d'extrêmement léger là-dedans. D'ailleurs, la dernière preuve, la dernière vidéo, émission que j'ai vue, c'était Michel Colland, qui s'est fait traiter immédiatement de complotiste par Guénaud chez le TADI dans Ce soir ou jamais. Enfin, c'est complètement hallucinant. Alors que ce pauvre Colland que j'aime pas, hein, je vous le dis tout de suite, lui et sa clique là de Belges, Bricmont, Colland, Chomsky, etc. Pour moi, ils servent à rien du tout puisqu'il n'attaque pas le système dans ses fondamentaux. Il fait tout pour ne pas être assimilé et pour ne pas être mis dans le même sac des complotistes. Et en fait, ça marche pas. Parce que l'abruti, il n'a pas compris que quand on s'attaque au système, tout de suite, ça va être les anathèmes antisémites, complotistes, ça ne marche pas. Donc, il faut être avec eux ou contre eux. On ne peut pas les attaquer en faisant croire qu'on est quelqu'un de bien, on n'est pas un complotiste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est eux qui font les règles. Ce n'est pas Colland ou Bricmont qui font les règles. Ça, il faut bien le saisir. D'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils changent les règles en pleine partie. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, on joue plus à leur jeu. Il faut refuser de jouer à leur jeu. Il faut refuser de jouer un jeu de foot. L'équipe d'en face 114, ils ont le droit de jouer avec les mains, ils ont 3 goals. Ils ont acheté l'arbitre. Et nous, on est 11 et on applique toute la sévérité du hors-jeu, etc. On le perd, le match, non? Hein, soyons sérieux. Mais en plus, on va le perdre à 400 buts à 0, hein. Parce que je vois pas comment on va marquer avec 3 goals dans les buts. Donc, et c'est exactement ça, intellectuellement, l'accusation de complot. Que franchement, qui ne me touche pas, qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, elle est nulle et non avenue. On ne devrait même pas en parler. Mais c'est juste pour peut-être décrisper certains qui ont peur, qui débutent dans cette réalité, dans la seule et unique réalité de ce monde, c'est-à-dire le plan de domination mondiale maçonnique. Puis enfin, je parle de dissolution des pouvoirs. Pourquoi? Parce que quand on a l'argent, c'est-à-dire quand les banques, parce que vous savez, moi je le dis très souvent, on a perdu des milliers de milliards. C'est nous qui les avons perdus. Mais en général, il y a quelqu'un qui les récupère. Ils sont pas perdus, ils sont pas volatilisés dans le néant, dans l'espace intergalactique. Quand Madoff fait volatiliser, on dit entre 60 et 80 milliards de dollars. Ces 60 et 80 milliards existent. Ce ne sont pas des leviers de spéculation. Ils existent. C'est-à-dire que bon, ils payaient les nouveaux arrivants par les premiers, mais à un moment donné, ils mangeaient l'argent et ils le mettaient quelque part. C'est pour ça qu'on parle de Monaco, d'Israël, etc. comme dernier lieu de... Donc cet argent, il va ailleurs. Il ne disparaît pas. C'est chez vous qu'il disparaît. Mais eux, ils le récupèrent. Et donc,
Ces gens-là, avec ces sommes astronomiques dont parlait Marie Laforêt sur le plateau d'Ardisson, avec une organisation qui a 250 fois le budget de la France, etc., avec l'affaire Lavandera, l'OTS, la franc-maçonnerie, etc., c'est quand même une affaire extrêmement grave, et ben cet argent, il sert à acheter tout le monde. Les trois pouvoirs, bien sûr. Les trois pouvoirs, par contre, vous pouvez pas... en fait, les médias, ils vont être achetés directement. Les médias, on va les acheter, puisqu'on peut les acheter, c'est un business. Les autres, vous pouvez pas les acheter, ils sont formés dans des universités, ils sont formés dans des écoles, vous pouvez pas acheter une école ou... Non. Donc, dans cette école, il peut y avoir des gens très très bien, des gens extraordinairement honnêtes, comme un Von Runebeck ou un... Mais vous allez les corrompre avec des sous, il y a différentes techniques de corruption, enfin, c'est très très subtil, et les médias, c'est le chapitre d'après, ça va être carrément, j'achète tel média. Et c'est même pas tel média, c'est des centaines de médias. Vous voyez le groupe Bertelsmann, c'est des centaines de médias, si on y ajoute tous les journaux, toutes les radios, etc., dans le monde d'ailleurs. Je parle des scandales de toutes ces mascarades, News of the World, qui avec l'argent il faut bien comprendre que ces médias sont en faillite, Ils sont tenus à bout de bras par l'argent des milliardaires, par l'argent des milliardaires Berger, Pigasse, Nil, Le Monde, de Rothschild, Libération, Dassault, Figaro, etc. Ils sont tenus, sinon ils couleraient. On nous a même fabriqué des médias gratuits pour nous désinformer, tant personne n'achète plus leur torchon. Donc ça c'est extrêmement important à saisir. Donc voilà, donc les médias vont être achetés le plus simplement du monde pour désinformer. Et là, c'est pas compliqué. S'ils décident du jour au lendemain que vous ne passerez plus à la télé, radio, journaux, vous ne passerez plus. Si vous me voyez demain sur France 3, La 2, Canal, M6, frappez-moi quand vous me rencontrerez. Crachez-moi dessus. C'est clair. Si vous me voyez passer partout, même avec une soi-disant mise en scène de critique, pour ne pas le citer, Tariq Ramadan par exemple, vous voyez. Alors il y aura une petite critique, tout ça. Si on passe dans les médias, c'est qu'on mange dans la gamelle. C'est clair. Parce que si vous voulez, on va donner 2 exemples rapides là, juste pour Dieudonné, Forissan, ça passe dans les médias? Non. Jamais. Jamais. Alors, bien sûr, certains diront, oui, mais c'est mécaniquement pas possible, comment ils vont faire pour contrôler tout le monde? Non! C'est pas un contrôle, il n'y a pas un type, le Manitou, qui va appeler tout le monde, non, vous n'allez pas recevoir un tel. C'est comme une traînée de poudre. Il y a une pensée comme ça, qui va chez tout le monde, et ils paniquent tous. Ils se disent, oulala, c'est lui qui est grillé, il faut pas l'inviter. Si je veux garder mon job, il faut pas l'inviter. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'appuie sur la lâcheté. D'ailleurs, ça revient sur le sujet de tout à l'heure. Ça s'appuie sur la médiocrité des gens. C'est parce que nous sommes médiocres qu'ils dominent, qu'ils nous font peur. Mais si c'était des hommes, ils pourraient recevoir. Et ils pourraient même, regardez par exemple Dieudonné. Il a pris les rênes, il a pris, voilà, ça y est, il s'est dit, je vais les combattre. Ben, il a réussi. Il a un théâtre, il fait des tournées spectaculaires, il est obligé de rajouter des spectacles. Beaucoup d'autres, Jamel Debbouze s'est dit, si je fais ça, je mangerai plus de pain. C'est faux. C'est un pleutre. C'est faux. Il aurait eu avec lui tous les gars des cités. Avec Dieudo, il aurait fait un double carnage. Ils auraient rempli les plus gros zéniths de France. Et il aurait gagné sa vie. Il serait resté digne. Il a préféré, par bêtise, par lâcheté, c'est un mauvais calcul. Il a préféré, comme dirait l'autre, vous savez, les baggy, là, il a préféré baisser le pantalon. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Bon, on va pas s'attarder sur cette question, elle est infinie. J'attaque après dans le livre la question de Big Pharma. Big Pharma, dont Pierre me parlait, Tortiguier me parlait justement des morticoles de Léon Daudet, qui en 1894 avait déjà écrit sur les dérives de Big Pharma. Moi, je parlais déjà du Docteur Locke et du triomphe de la médecine de 1923, de Jules Romain. 23, c'est déjà 3 décennies. Là, ça fait plus d'1 siècle
plus d'un siècle, que Big Pharma est à la dérive. Mais vraiment à la dérive totale. Ils sont en train de tuer des gens. Donc je traite dans le livre de trois questions fondamentales. Le scandale du Mediator, qui pour moi est c'est la personnification de cette dérive dans tous ses aspects. La récidive, le meurtre, le mensonge, la corruption des politiques, implication de Sarkozy qui va décerner le Grand Croix, la plus haute distinction. Il y en a 70 en France, Grand Croix de la Légion d'honneur. Il y en a 70 de vivants en France, 70-80. C'est le top du top de la plus grande distinction de la France, des services rendus, etc. Et il a décerné à Servier, en lui expliquant en plus que la France était restrictive, alors que Servier fait ce qu'il veut. Servier fait ce qu'il veut, il fait la pluie et le beau temps, il achète tout le monde. Il y avait deux gars de chez lui avec Bertrand, frère Latruelle, et qui écrivait les lois. Au Sénat, il est dedans, c'est lui qui donne les propositions de loi pour ne pas trop durcir les lois contre les commercialisations, etc. Et il nous fait croire, en plus, la chutzpah inouïe, il nous fait croire que la législation est difficile, est contraignante. Il fait ce qu'il veut, il les achète s'il y a une législation contraignante. Il passe au-dessus. C'est comme il dit, c'est quoi la blague? T'as pas le droit, oui, mais je prends la gauche. C'est tout le temps comme ça. T'as pas le droit, ben je l'achète le droit. Et on les connaît tous, on a tous, on connaît les histoires, et ça continue. Et Servier, il est dans son hôtel particulier à Neuilly, et il continue à nous expliquer avec ses batteries d'avocats. Il a des milliards pour les payer, vous inquiétez pas. Et bien sûr, vous savez comment ils vont gagner? Vice de procédure. Tellement les procédures, ça c'est c'est du génie démoniaque. C'est la plus belle technique mondialement reconnue de corruption de la justice. C'est le vice de procédure. On complexifie la procédure. Après, s'il y a juste une erreur de date dans un document, que n'importe quel frère Latruelle pourrait introduire, vice de procédure, il y a tout qui s'écroule. Le type, il a violé 400 gosses, il a mangé sa grand-mère, il y a vice de procédure. Oui, mais les meurtres, ils sont... Non, vice de procédure. Ok. D'accord. Bon, je traite après juste après de l'hypermédicalisation de la grossesse, parce que je pense que c'est un sujet qui va intéresser énormément de monde. 750 000 naissances par an en France, c'est beaucoup, donc ça intéresse beaucoup de monde. Et in fine, du cancer, vous comprendrez pourquoi ce lien en lisant le livre. Je peux pas le traiter ici, c'est trop lent, c'est vraiment très lent. C'est juste une dérive, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà. En fait, vous savez quoi? J'ai l'impression que, en fait, le patient, il est ignorant. C'est normal, c'est un patient qui n'a pas fait d'études de médecine. C'est tout à fait logique. On peut pas lui en vouloir. Il est là, il demande de l'aide ou un service, c'est-à-dire, faites-moi, mettre au monde mon enfant. Que ce soit la femme ou le mari, ils arrivent, voilà, nous sommes là, voilà, on sait pourquoi on est là, c'est pour mettre au monde mon fils ou ma fille, et vous allez les suivre, vous allez les écouter, un peu comme quand vous allez chez le mécanicien, voilà, il y a une panne, réparez-moi, vous faites confiance, c'est un technicien, moi je connais pas, sinon je l'aurais fait moi-même. Donc vous arrivez, et les types ils commencent leur protocole, c'est de la pure folie, mais de la pure folie, ils savent même pas ce qu'ils font en fait, ils savent pas ce qu'ils font, juste ils font. Parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire. Voilà. Jusqu'au jour où il y a un problème. Et en fait, le problème, il n'existe pas. Il est juste pour vous. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. Il y a juste vous qui vivez un problème. Eux, ils ont suivi le protocole. Vous avez signé un papier avant de rentrer. Ils sont protégés. Donc, ils vont essayer de vous soigner. S'ils ne trouvent pas, ils vont vous jeter à la rue. Rentrez chez vous, madame. On ne peut plus rien pour vous. Ce qui est vrai au demeurant. Ils peuvent rien pour vous. Quand on appuie, quand on fait une péridurale et qu'on est paralysé des jambes, ça saurait s'ils pouvaient quelque chose, hein. Ils peuvent rien, c'est comme ça. Donc vous rentrez chez vous, vous avez des problèmes, vous venez, c'est hallucinant. C'est ça la difficulté. Et après, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, à ce moment magique, où tout le monde se rend compte de la folie du système, de la rudesse, de la violence du système, de la méchanceté des gens. J'ai une patiente qui vient d'avoir une méningite, et ce qui caractérise une méningite, bon, à part la nuque rude, etc., les maux de tête, mais une phonophobie. Photophobie, c'est très douloureux. La lumière, elle devient très douloureuse. Donc,
elle voulait une chambre seule à l'hôpital pendant son hospitalisation pour pouvoir éteindre la lumière. On pouvait pas imposer à l'autre d'éteindre la lumière, il a rien. Et bon, il y a la télé, il peut allumer la télé, c'est voilà. Donc il y a la médecin, elle vient, elle lui dit oui, mais on va vous déplacer dans une chambre double. Elle lui dit c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas. C'est très douloureux, hein. C'est bon, elle est là pour la soigner, soi-disant. Elle lui a dit non, écoutez, on est là pour soigner des gens, mais écoutez, il faut qu'on accepte des lits et tout. Enfin, il faut qu'on vous mette là pour libérer le lit. Oui, mais moi j'ai mal. Comment je fais? Je ne peux pas. Bon, ça s'énerve, ça s'emporte. Bon, elle lui a dit, bah écoutez, si vous faites ça, moi je m'en vais, je sors d'ici. C'est sous votre responsabilité. L'autre, elle lui dit, bah ça nous fera une patiente en moins à soigner. Voilà. Ça c'est arrivé il y a une semaine. Hein. Une patiente en moins à soigner. Elle s'en foutait complètement. C'est ça Après bon, je lui en veux pas à ce médecin. Hein. Travaillant sous-effectif, fatigué, passé toute la nuit, on connaît les moyens des hôpitaux qui baissent. Il faut se mettre à la place des travailleurs, toujours. Donc c'est difficile, mais ce n'est plus de la médecine là. Le système de soins est à la dérive complètement. Donc c'est un des plus gros chapitres du livre, Big Pharma. Et ça nous concerne absolument tous, j'en parlerai tout à l'heure concernant la Diane 35. Ensuite, je traite de la question de la subversion. Bon, on voit que tout et n'importe quoi est acceptable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les esprits ont été abrutis. C'est une évidence. Comment? Il y a des techniques, ça s'appelle la subversion. Et cette subversion, elle est très ancienne. On trouve les premières traces dans le livre de l'art de la guerre de Sun Tzu, ou les 36 stratagèmes, etc. Donc c'est des techniques de manipulation de l'ennemi pour l'abattre sans trop se fatiguer, c'est-à-dire sans sortir l'épée de son fourreau, sans payer des fortunes. Pour Sun Tzu, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de raccourcir les sièges, des citadelles, c'est de ne pas perdre d'ennemis, c'est de récupérer la cité toute neuve, de ne pas tout brûler. Ben, il est pas bête, Sun Tzu. Hein, c'est pas le cas aujourd'hui des Américains qui bombardent Dresde. Là, on n'est pas on est vraiment dans la destruction, diabolique. Il n'y a pas d'autre terme. On rase tout. Enfin, Sun Tzu n'aurait jamais utilisé les bombes au phosphore, la bombe atomique. Ça n'a aucun sens pour lui. Lui, il veut continuer à vivre derrière, il veut continuer la civilisation. Là, on veut l'arrêter, on veut la stopper. Donc c'est très important. Pour Sun Tzu, la chose la plus précieuse pour lui, c'est les espions qu'il fallait bichonner, bien payer, etc. Parce que pour lui, l'information est très importante. Et cette information, elle va servir donc à affaiblir l'ennemi, à permettre de gagner la bataille le plus vite possible. Sinon, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Hein. Et c'est ce qu'il dit. Donc le Sun Tzu a quand même un objectif dans l'art de la guerre, un objectif très humain quelque part, puisqu'il veut le tuer le moins de personnes. Bon, la guerre est nécessaire, d'accord, ok, mais au moins on tue moins de personnes. On va pas faire Nagasaki Hiroshima pour montrer qu'on est fort. Ça lui serait même pas venu à l'esprit. Et puis j'ai essayé un peu de classer un petit peu les techniques de subversion, et j'en ai trouvé 6 grands piliers majeurs, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme vous voulez, parce que bon, techniquement, ils sont tous aussi importants. Par exemple, les médias ou l'éducation nationale. Bon, quel est le plus important? Je pense que c'est pareil. L'éducation nationale, certes, elle va toucher toute la population française en quelques générations. Les médias, ça va toucher tout le monde et très vite. Bon, par contre, vous pourrez me dire, oui, mais si j'ai pas de télé, j'écoute pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils seront pas touchés, certes, il n'y a pas de souci, mais néanmoins, on parle de la majorité du peuple. On parle pas des 3 abrutis dissidents comme nous qui essayons de changer les choses. Hein. On parle de la masse qui fait la différence dans les urnes, par exemple. Donc les médias, j'en ai parlé tout à l'heure. Lagardère, Rothschild, Dassault, Tapi qui achète la Provence et Corse Matin et tout ça, et Nice Matin, tout ça. Donc bon, c'est des danseuses. On achète. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter à la mairie. Tout le monde le sait. Donc ça, c'est vraiment grossier. Mais Tapi, c'est un grossier personnage. Voilà. Il me dégoûte à un point. Voilà, je crois qu'après Pierre Berger, celui qui me dégoûte le plus, c'est Bernard Tapie. Sur Terre, hein, sur la planète Terre. Donc c'est un menteur, un manipulateur, un ex-tolard, un voyou qui vient nous expliquer, un voyou,
Un voyou, il y a une affaire avec la garde qui continue, etc. Bon, bref. Donc on achète les médias et on dit ce qu'on veut dans les médias. Hein. Comme disait Napoléon, c'est celui qui paye, qui commande, parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est l'ordre des choses. Ça, c'est l'ordre cosmique. Hein. On peut pas inverser ça. Sinon, il faut inverser la gravitation. Donc, il faut que les corps ils soient attirés par le ciel. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pourrez pas ça. Hein. Donc, vous pouvez même faire voter des lois, Pierre. Ils peuvent faire voter des lois, ils pourront pas. Hein. C'est comme ça. Donc, l'éducation nationale, abrutissement des masses. Abrutissement des masses. Sophie Coignard a écrit un livre extraordinaire de violence. Le pacte immoral. Bon, j'ai pas besoin de lire ce livre, j'ai des amis instituteurs qui me racontent des anecdotes. Franchement, sincèrement, je vous le dis tout de suite. Bon, je veux pas décourager les gens. C'est la fin. C'est la fin. Voilà. On est arrivé au bout. C'est fini. Voilà. Après la fin, il y a quoi? Il y a rien. Voilà. Vous savez, quand on est dans un cinéma, on voit un film, il y a la fin, faut sortir. Hein. Vous n'allez pas rester. Ça n'a aucun sens. Il y a le type, il passe, il y a l'autre, il y a l'autre séance, enfin, la vie continue, quoi que vous vouliez faire, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, et là, c'est vraiment la fin. Alors, il y a il y a l'autodicté, en fait, on le sait, moi, j'aurais aimé que l'éducation nationale s'arrête au projet maçonnique d'un Jules Ferry, initié à 42 ans, si je ne m'abuse, 40 ou 42 ans. Jules Ferry qui disait que l'éducation servait nationale, enfin publique, gratuite, servait à extirper Dieu du cœur des gens. Si seulement s'ils pouvaient s'arrêter à ça, ça aurait été magnifique. Mais non, ils sont allés plus loin. Ils ont abruti tout le monde. Mais abruti tout le monde à un tel niveau, c'est inouï. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus les gens la capacité de comprendre ce qu'on leur dit. Ils grognent. Ils parlent plus, ils grognent. C'est gravissime. Comment communiquer avec une bête? Vous ne pouvez pas, non mais sincèrement, vous ne pouvez, comment lui-même peut-il communiquer? Donner ses besoins. Voilà, je désirerais ceci, cela. Par exemple, il y a un problème avec les administrations. Eh ben, il va durer 4 siècles, le problème, il sera jamais réglé. Voilà, comment, exprimez-vous, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, j'ai reçu tel papier parce que ceci, cela, ma maman, mon papa, mon fils, il est parti. Enfin, il peut pas faire ça, il peut pas construire sujet, verbe, complément, faire le passé, futur. Enfin, il peut pas, c'est impossible. Donc, il aura des difficultés déjà, ne serait-ce que pour son quotidien. C'est gravissime. C'est gravissime. Je parle pas, là, on va me dire, oui, mais avant, on n'était pas tous lettrés. Non. D'abord, c'est faux. Pierre et Marion le disent très bien, puisqu'il y avait l'enseignement catholique, et les gens, ils avaient une sagesse profonde de la nature des choses. Il y avait un ordre des choses. Aujourd'hui, il y a tout qui s'est écrabouillé. Des petits merdeux de 20 ans qui croient qu'ils vont gagner au premier métier 3 000, 4 000 euros par mois. Ils n'ont aucune conscience des réalités de ce monde et de la difficulté de cette réalité. Bref. La caste politique, c'est le 3e pilier. La subversion, elle va s'effectuer très simplement, comme les médias. On va créer des écoles d'administration, des écoles d'IEP, etc. On va distribuer le monde gratuitement, ce qui se passe à l'IEP d'Aix-en-Provence. Vous avez le monde qui est gratuitement distribué aux étudiants. C'est délirant. C'est un organe de propagande. Enfin, c'est voilà. Et pourquoi le monde? Pourquoi pas les autres? Parce qu'en France, le monde, c'est prestigieux. Bon, voilà. On ne crée plus que ça. Donc, la caste politique, donc l'ENA, ils viennent tous de l'ENA quasiment. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, ceux qui ne sortent pas de ces écoles, ils sont dénigrés à l'Assemblée. Tu fais pas partie de la noblesse, de l'aristocratie. Parce que les concepts, ils sont toujours là. C'est des concepts communautaires humains, c'est comme ça. C'est des concepts qui perdureront c'est comme ça, voilà. Et je vous signale que ENA en verlan, c'est Anne, hein. Comme ça, enfin, et sachez que le satanisme, à la base du satanisme, c'est l'inversion de toute chose. C'est l'inversion des religions. Pardon? C'est vrai. C'est ce que je dis souvent, hein. Je m'excuse auprès c'est vrai. Quand je dis que DSK est un porc, je m'excuse auprès des porcs après. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire.
Non, mais il faut pas insulter. Mais c'est vrai. Un âne, moi je suis d'origine kabyle. Un âne en Kabylie, c'est indispensable à la vie des villageois. C'est pentu comme ça. Enfin, c'est très 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 important pour un. D'ailleurs, on est quasiment riche quand on a un âne. Et c'est vrai qu'il faut arrêter d'insulter les ânes. Pardon. Bon, après, on peut se parler de ça, c'est très très important. Quatrième point, destruction de la cellule familiale. Et on y est, on est en plein dedans. Projet de loi, discussion à l'Assemblée du mariage pour tous. J'ai fait une petite chronique sur Afro Insolent jeudi, pas celui-là l'autre, et que j'ai mis sur Internet aussi. Je pense que j'ai tout dit sur cette question, sauf que je vais en refaire une autre très bientôt, qui va parler de ça et des dérives et de la réalité de la question homosexuelle. Voilà. J'ai remarqué que sur les plateaux télé, ils disent toujours, souvent, mais qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi ça vous gêne cette loi? Ben moi, je vais vous dire ce qui me gêne. Moi, je vais vous dire ce qui me gêne. Moi, ça me dérange pas. Chacun il fait ce qu'il veut de ses fesses. Mais vraiment, chacun il fait ce qu'il veut de ses fesses. Bon, je suis pas là de toute façon pour surveiller les gens. J'ai pas que ça à faire. J'ai une vie. Elle est beaucoup plus intéressante que celle de certains. Donc il n'y a pas de souci, je suis pas attiré à savoir ce qui se passe de police d'Alcove, je laisse ça à la DCRI. Donc il y a assez de demande et de budget pour ça. Par contre, on apprend, je vous le dis comme ça, il y a d'autres arguments, que la communauté homosexuelle, dans des dizaines et des dizaines d'études, ont une espérance de vie de 8 à 20 ans de moins que les hétérosexuels. Donc c'est une vie qui n'est pas une vie de santé. Voilà, c'est des gens qui ont des infections des MST extrêmement nombreuses, qui ont des problèmes de santé qui coûtent très cher à la Sécu. Dans une société libérale où on compte le centime, où on dit aux gens « Ouh là là, vous êtes un trafiquant de RSA, de CMU, etc. » Moi, je voudrais savoir combien me coûte la communauté homosexuelle. Voilà. Parce que si le type il fait n'importe quoi de son corps, eh bien il n'a qu'à payer le chirurgien. C'est tout. Puisqu'ils veulent la jouer comme ça, moi je veux savoir combien ça coûte. Je veux savoir, puisqu'on nous explique qu'il faut interdire les distributeurs automatiques de sucreries dans les écoles à cause d'un risque d'obésité, etc. Ok. On nous dit qu'il faut interdire le tabac je suis pour d'ailleurs, dans les espaces publics, parce que ça importune les autres, c'est cancéreux, tabagisme passif, ok. Oui, mais une communauté, un comportement sexuel qui amène une très très grosse mortalité, des maladies, des MST extrêmement lourdes, on se retrouve avec des chirurgies anales avec des objets à l'intérieur extrêmement souvent, avec des coûts à la sécu très importants. Et ça c'est je ne plaisante pas, ça arrive très souvent. On se retrouve avec énormément de plein de détails comme ça que je reprends dans le livre, combien ça coûte à la communauté nationale. Eh ben, dans le système libéral dont il parle, eh ben, ce système s'exclut de lui-même. Il coûte trop cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est violent, mais c'est ainsi. Voilà. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les histoires d'émancipation. On fait croire aux femmes qu'elles sont libres. En fait, elles sont juste caissières chez Carrefour. C'est tout. Elles sont payées moins que le SMIC. Elles sont payées moins que le SMIC. Moins. Et Carrefour a été condamné. Des voyous. Elles ont des horaires pourris jusqu'à 22h. C'est pourri. Elles viennent le matin, elles reviennent l'après-midi. C'est pire. C'est horrible, ça, hein. Vaut mieux travailler 12 heures d'affilée que de partir et de revenir et repartir. Je vous laisse imaginer. Les taux de divorce énormes. C'est elles qui récupèrent les enfants. Ça s'appelle ça de l'émancipation. J'appelle ça un ratage total. Bref, c'est pas grave. Voilà. Alors oui, pornographie totale, hein. Voilà, je le dis souvent. On vend un stylo, on vend du yaourt, on vend une connexion internet. La femme elle est nue, on comprend pas pourquoi le sujet. Bon, c'est pas grave. Le divorce, l'avortement de confort. Voilà, on a détruit la famille. 5e pilier de la subversion, Panem et Circenses. Voilà, l'amusement intégral. Ils sont tous dopés, ils trichent.
Vous avez vu le scandale du match de handball des Karabatic, etc. Le scandale des matchs truqués de tapis. Il a acheté les matchs. Le scandale actuellement du Qatar avec la Coupe du Monde. Tout le monde sait que ça m'arrange et toute la clique sont tous corrompus pour le foot. Mais ça continue. Il faut amuser la galerie. Et bien sûr, vous avez de plus en plus de spectacles, de grands spectacles, style, je sais pas, par exemple actuellement on est en train de mousser le football féminin. Tout le monde s'en fout du football féminin. Tout le monde s'en fout. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. C'est esthétiquement pas joli en plus, parce que c'est déjà vous avez, je sais pas, moi j'ai toujours en image, Zidane jouant en Coupe du Monde 98, ou après en 2002, écraser un joueur saoudien. Ça, il lui marche dessus, il écrase comme ça. Le foot, c'est pas beau, le foot, hein. C'est très laid, le foot. Ils plongent, ils font 18 tours, alors que le type, il a pas touché. C'est de la triche, c'est malsain, il y a trop d'argent. C'est pas beau, le foot. Le foot, c'est joli. Entre copains, au Prado, à Marseille. On s'amuse, voilà. Ça, franchement, j'adore ça. Mais le foot professionnel, c'est pas beau, c'est laid, ça triche, ça joue avec la main quand c'est possible, ça tacle, ça fait mal. Quand on veut abattre un joueur, on se met à 3 dessus pour le faire sortir, qu'il finisse pas le match. C'est comme ça, c'est des ordres, c'est très très dur le milieu du foot. En plus, bon, c'est pas très futé non plus, bon, c'est une autre affaire. Écoutez, ils sont pas allés à l'école, ils étaient en train de jouer au foot. Faut choisir dans la vie. Donc, les femmes, elles n'ont rien à foutre là-dedans. Voilà. Franchement, elles n'ont pas à se rabaisser à ce genre en plus, c'est ridicule, je trouve ça tellement ridicule. Bref, la banalisation du jeu, du poker, alors que n'importe quel État souverain, responsable, qui aime son peuple, ne banaliserait pas la ludopathie. C'est tout. Il y a un risque énorme de ludopathie. Les mecs, ils vont ruiner leur famille. Et qui c'est qui va s'enrichir? C'est Sofinco. Les crédits à la consommation. Ils vont ruiner leur famille. C'est pour ça que c'était interdit. Il aurait fallu l'interdire même dans les casinos. Hein. Vous savez, c'est Partouche, le père, qui disait le seul moyen de gagner au casino, c'est d'en construire un. Vous pouvez pas gagner au casino. Le concept des statistiques vous l'interdit. C'est connu ça. Hein. C'est lui qui le disait. C'est son fils qui dit ça à la télé en plus. Il le dit que ça devrait lui casser son business. Il s'en fout. Il sait qu'ils sont ludopathes et qu'ils sont obligés de venir jouer. Il le sait. C'est comme un dealer d'héroïne qui dit mais c'est de la merde ça, moi je la prends pas. Il le dit, ils s'en foutent, ils vont venir la prendre, toujours. Passer des drogués. Et enfin, la technique de subversion de très haut niveau, c'est le terrorisme d'État, camouflé en terrorisme islamiste. Bon, ça c'est classique, hein, c'est 11 septembre, c'est AQMI, oh là là, AQMI, c'est magnifique, extraordinaire. Mortar Ben Mortar, le borgne. On nous a sorti le borgne ça fait pirate, c'est génial, c'est trop fort, c'est trop bon, c'est le méchant le borgne, c'est toujours le méchant. Le Pen était borgne, c'est le méchant le borgne. Et on nous explique que c'est un djihadiste islamiste. Il arrive, il met le drapeau, la profession de foi islamique, là, et il parle à la caméra, un abruti qui filme, il balance ça, et il nous explique qu'il est là pour le djihad, pour Dieu. Le mec, il fait le trafic d'êtres humains, des passeurs d'immigrés, de Marlboro, avec la pyramide, il travaille pour l'Empire, de drogue, Cordillère des Andes, Venezuela, il travaille pour toute la clique des producteurs de drogue, et il me dit que c'est un islamiste. Mais ça va pas. Mais c'est de la science-fiction. Alors, comme je disais dans ma chronique d'Afro Insolent, dans son équipe, il manque que Marc Dutroux et Émile Louis. Il y a que ça. Il y a que Marc Dutroux et ça va faire une très belle... c'est extraordinaire. Qui va gagner toutes les guerres. C'est extra, mais c'est dingue. C'est illégal de fumer en religion. Vous savez qu'il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Golden Holocaust. C'est le plus grand holocauste de tous les temps, la cigarette. On parle d'1 milliard de morts. La cigarette, mais de toute façon, c'est interdit chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est interdit dans la religion musulmane. Voilà, c'est tout. Le type, il en fait commerce. C'est une blague. Mais comment peut-il, c'est un criminel. Normalement, il faut l'abattre, ce type. Dans la religion, dans la charia, on l'attrape, on le juge, bien sûr, selon les règles de la justice. Il finit il finit en fusillé avant l'aube. Hein. C'est comme ça. Drogue, cigarette, être humain. Où tu vas, mon gars?
Où tu vas? Tu t'arrêtes un peu? Bon. J'ai fait une petite lettre ouverte à Éric Zemmour, chapitre 9, si je ne m'abuse, pour expliquer un petit peu à ce zozo qui se fait passer pour un grand intellectuel. Enfin, vous savez, c'est très intéressant. Zemmour, c'est le vide sidéral, et il est là, il fait semblant qu'il est intelligent, il fait croire aux gens qu'il a lu Flaubert. Ça fait toujours bien de dire j'ai lu Flaubert, j'ai lu Balzac, donc amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Céline s'il est amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Bagatelle, qu'il nous parle des Baudras, qu'il nous parle de l'école des cadavres, qu'il nous parle de ses livres s'il aime la littérature, parce que c'est la plus belle littérature française. Bon, il faut pas tout mélanger les styles et les époques, mais la littérature moderne, Céline, il est au-dessus du soleil. Et que ce zozo nous parle de son amour de la littérature célinienne. Donc, je lui ai répondu concernant sa condamnation par rapport au délit de faciès. Hein, il a expliqué que nous étions, nous, maghrébins et noirs, de très grands délinquants. Je dis c'est vrai, tu as raison mon gars, c'est vrai, j'ai travaillé au Beaumet et il y a un très gros pourcentage de délinquants. Sauf que j'ai jamais rencontré Servier, j'ai jamais rencontré Sarkozy déjà, et surtout, puisque j'en ai parlé, mais surtout je lui ai parlé de sa communauté. Lui qui vient de la fratrie des Zemmour, qui étaient des concurrents des Atlants. Ça finit en boucherie, ils sont entretués tous entre eux. C'est le principe du film Le Grand Pardon, avec Roger Hanin. Et en plus, ils essaient de romancer tout ça, faire croire que c'est, voilà, bref. Et derrière, j'ai fait un résumé de toute la mafia juive en m'appuyant notamment sur un bouquin assez pointu, assez exceptionnel d'Hervé Rissen, La mafia juive, et l'actualité de tous les jours. Enfin, l'actualité, c'est un pléonasme, donc l'actu c'est quoi? L'actu c'est Goldman Sachs, l'actu c'est le rabbin qu'on a chopé avec des extasies, l'autre c'est trafiquant d'organes, l'autre c'est... Donc je mets tout ça ensuite en perspective et je lui explique qu'il devrait gentiment fermer sa grande gueule, qu'il n'a aucune leçon à donner à nous autres et qu'il serait temps d'appliquer un peu de justice dans ce pays. Parce que quand il critique les Arabes et les Noirs, et là j'aime pas je suis vraiment pas dans la pleurnichaillerie, hein, je vous le dis clairement, hein. Je déteste ça, les victimisations, vous savez, le visage tombant comme ça, oui, mais moi, on m'a tapé, je supporte pas ça parce qu'il faut être batailleur, il faut être un lion, il faut pas être voilà, il faut être un lion, il faut croquer la vie, il faut y aller, il y a des obstacles, et ben on les passe les obstacles. Et quand on arrivera, on se moquera de ces obstacles, voilà. Tu as vu, ben ça, tu te rappelles, il y a 20 ans, ben c'était dur, mais je l'ai passé cet obstacle. C'est ça la vie, il faut tout le temps que ça soit comme ça. Et je me suis perdu, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, j'aime pas la pleurnichaillerie, mais il faut expliquer quand même d'où vient cette décadence, cette chute de la communauté maghrébine en France, et noire aussi, africaine tout court, hein, ça implique les maghrébins et les noirs, par rapport à des réalités sociales. Enfin, moi je suis des quartiers nord, j'y habite, j'y travaille, c'est pas normal qu'on ait mis autant de gens de cette communauté à 15 kilomètres du centre-ville. C'est tout, c'est mathématique, c'est matériel. Vous savez, j'ai un patient qui me disait, je galère, j'ai beaucoup de mal, je peux pas trouver de travail avec l'adresse que j'ai. Je dis, pourquoi vous ne mettez pas... Je vous jure, c'est vrai, c'est arrivé il y a 15 jours. Hein. Parole d'honneur. Pourquoi vous ne mettez pas chez quelqu'un? Bon, c'est louche, mais c'est déjà mieux. Il m'a dit, toute ma famille à la Castellane. Toute ma famille, tous ses oncles, il a 2 ou 3 oncles, 2 ou 3 tantes. Voilà, ils sont tous à la Castellane. Chez qui? Qui c'est qui va accepter de faire ça? Personne. Donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Le type, il veut s'en sortir, il peut pas. C'est pas normal. Bref. Bon, après, je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les coupables, hein, parce que comme je le dis toujours, c'est bien beau de faire ces constats, si on ne donne pas les coupables, de grâce, fermez-la. Si on nomme pas les coupables de cette gabegie, à quoi ça sert de se déplacer dans cette salle, voilà, à quoi ça sert tout ce blabla, à quoi ça sert d'écrire un livre, c'est pour écrire un livre. Ça sert à rien. Écrire un livre, Marc Lévy écrit des livres, hein. Ça va pas changer la face du monde, ça va même la dégrader. Donc c'est la franc-maçonnerie criminelle. Alors pourquoi la franc-maçonnerie? Vous savez, il y a Lugan, Bernard Lugan, je crois, qui vient de faire une vidéo
donc il y a une petite question qui lui a été posée, c'était Radio Courtoisie, qu'en est-il de la maçonnerie africaine? Et tout de suite, non, pas du tout, faut pas, avec sa moustache de noiret, là, du truc, là, comme il s'appelle. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, il a raté un épisode, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce clown? Bon, ma main a coupé qu'il en est. Tout de suite, ma main a coupé. Tout de suite. Voilà, on le saura un jour, dans un livre, on le saura un jour. Donc, Lugan, c'est une supercherie. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous francs-maçons, c'est tous des initiés, ils viennent tous en bas de l'arche dans les sous-sols de l'arche de la Défense, avec la GLNF, faire leur rituel avec comme coupe la gorge si je faillais à ma mission, etc. C'est tout ceci est un complot maçonnique. Voilà, je donne les preuves, j'explique par exemple la loge P2, l'assassinat de Albino Luciani, au 33e jour de son règne, empoisonné à la digitaline, embaumé quelques heures après sa mort sans autopsie, c'est gros comme une maison. D'ailleurs, il y a un juge de la Cour de cassation qui vient d'écrire un bouquin assez extraordinaire, qui explique parfaitement que les Bilderberg, la loge P2, c'est une mafia, et que voilà, il est en Italie, il a écrit son livre, le plus simplement du monde. Encore une fois, ça confirme ce que je dis. Alors tous les abrutis qui n'y croient pas parce que leur ego le leur permet pas, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont plantés, eh ben tant pis pour vous. Voilà, vous êtes plantés. Vous êtes des imbéciles, des niais, des ignorants, des corrompus, je ne sais pas quelle est la raison, mais vous vous êtes trompés. On a vécu et on vit toujours en France une situation de complot dans des loges occultes qui détournent l'argent public, l'affaire Rose Mafia, donc de Gérard d'Allangeville avec Kucheida, etc. Donc c'est des centaines de millions d'euros d'argent du BTP, d'argent des collectivités qui vont dans le BTP notamment. Ils se partagent. Alors Kucheida fait des réunions dans une loge dans les locaux de la mairie gratuitement et ils mangent gratuitement leurs agapes dans les cantines scolaires. C'est-à-dire non seulement ils sont puissants mais ils sont minables. C'est-à-dire ils veulent même pas payer pour louer un truc et se payer les services d'un traiteur. Non, il faut qu'ils volent. Toujours, il faut qu'ils volent. C'est des accusations extrêmement graves. Il mangeait avec l'argent. Vous savez ce qu'il tient, Kucheida? Il tient les HLM des miniers, là, des mineurs du plateau minier du Nord. Et il va manger du poisson à 150 € le menu, encore s'il paye avec la carte bleue de la Sofrema, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des trucs d'HLM. C'est qu'une HLM. Une HLM, c'est habitation loyer modéré. C'est pour les malheureux, les gars qui gagnent pas bien. Voilà, de toute façon, sans HLM, il y aurait eu la guerre en France déjà depuis longtemps. Bref. Et donc, il mange l'argent des pauvres, quoi. C'est minable. Après, quand il se fait attraper, il rembourse. Il dit, bon, ça va, j'ai remboursé. Et non, c'est trop tard, mon gars. Un petit jeune qui vole un scooter, il rembourse pas. Il rembourse pas, c'est trop tard. Le constat du vol a été effectué, il faut qu'il paye, qu'il rende compte de ce fait devant un juge. On rembourse. Depuis quand on rembourse? D'ailleurs, aujourd'hui, on rembourse même les âmes humaines. C'est-à-dire, Big Pharma tue des êtres humains et ils vont payer 2-3 milliards pour faire cesser les poursuites. D'où vous avez vu ça? Dans quel code pénal ça existe, ça? Dans quel code pénal de civilisation humaine digne de ce nom ça existe? Depuis quand on achète les âmes humaines avec du fric? Eh ben, depuis aujourd'hui, voilà, c'est la décadence moderne. Donc, il est essentiel de revenir là-dessus, sur la franc-maçonnerie, la religion de l'État. C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Payan qui le dit. La franc-maçonnerie, la religion de l'État français, c'est clair, voilà. Dans la fin du livre, je parle donc d'un dernier chapitre qui s'appelle Chronologie du paradigme moderne. Pourquoi? Pour expliquer un petit peu d'où ça a commencé, jusqu'où ça va. Et jusqu'où ça va, parce qu'on sait jusqu'où ça va, hein. Ils le disent. Donc on sait d'où ça vient et on sait où ça va. Bon. Et j'aimerais vraiment, j'ai pas le temps parce que je vais vous parler de 3 points d'actualité. J'aimerais que vous vous intéressiez vraiment et de très près au concept du sabbataïsme et du franquisme, le messianisme juif. Donc le sabbataïsme, Sabbatai Zevi, avec sa proclamation comme le Messie.
bon, ça remonte avant lui avec le rabbin Louria. C'est pas grave, mais le vrai travail commence donc chez Sabbatai Zevi en 1668, 1666, donc 666. Bon, c'est une poubelle idéologique, ça mélange tout, la droite, la gauche, enfin, ça mélange absolument tout, ça n'a aucun sens, mais c'est efficient, voilà. Donc c'est toute la Turquie moderne, c'est le génocide des Arméniens. C'est pas moi qui le dis, ce sont des écrivains qui ont écrit là-dessus, qui ont produit là-dessus. C'est la Turquie moderne, c'est Mustafa Kemal Atatürk qui est un Donmé, un sabbataïste. Ce sont les monarchies du Golfe, ce sont c'est le Maghreb. Arafat en était. Arafat était un juif de Qudwa au Maroc, c'est tout sauf un arabe, et il se disait descendant du mufti de Jérusalem al-Husseini, alors que c'était sa femme, c'était pas lui, et c'est pas moi qui le dis, c'est un médecin de l'OLP qui a écrit un livre là-dessus, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Bref, il y a énormément je suis en train de faire une vidéo là-dessus, je pense que ça va être la dernière. Sincèrement, parce que là je suis arrivé, c'est le point d'orgue, c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout ce que vous voudrez, c'est la dernière. Je vais faire une vidéo, vous allez comprendre absolument tout. Ensuite, vous avez Jacob Frank, deuxième réincarnation de Sabbatai Zevi, c'est le livre de Charles Novak dont parle Pierre Hillard dans sa vidéo concernant le noachisme, le sabbataïsme et le franquisme. Lui, il a infiltré le catholicisme. Alors je vous explique, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, que ça soit clair, hein. Leurs premiers ennemis qui les dénonçaient aux autorités, c'était les rabbins orthodoxes. Mais avec le temps, il faut bien comprendre ce que c'est que ça. Alors ce livre, il est vicieux parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça, et je déteste ça, les livres où vous ne savez pas à la fin dans quel camp était l'auteur. Donc on dirait qu'il tient un peu en estime, Jacob Frank. C'est curieux, c'est très curieux, mais c'est des satanistes pur jus, des incestueux, des orgiaques, des sorciers, ils pratiquent la magie noire, c'est des fous furieux, ils n'ont aucune limite, absolument aucune limite. Rothschild en était, écoutez-moi bien, c'est spectaculaire, c'est spectaculaire. C'est vous expliquer absolument tout avec le sabbataïsme et le franquisme, les fémènes, la propagande. Vous savez, les fémènes, normalement, ils auraient été expulsés de France avec des bâtons. Allez, vous dégagez d'ici. Qu'est-ce que vous faites là? C'est de la subversion, mais vraiment de bas étage. C'est un truc. Avant, c'était plus compliqué, la subversion. Fallait changer de nom, il fallait trouver quelqu'un qui parle la langue du pays. C'était très compliqué. Là, maintenant, vous ramenez un type qui parle en anglais dans les écrans français. Et il vous fait de la subversion, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est, normalement, n'importe quel, procureur, il porte plainte contre eux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que vous faites? Je signale que dans un écrit, c'est mon père qui m'en parlait, un écrit d'un gars des RG, Daniel Cohn-Bendit a été raccompagné à la frontière allemande avec des menaces de mort des gens des RG, des responsables des RG. Si tu reviens, on te bute, il lui a dit. Il y a dans les années 60. 68. Voilà. C'est quand même violent, parce que qu'est-ce que c'est que ce turbulent ridicule? Qu'est-ce que tu viens faire là? Occupe-toi de l'Allemagne, qu'est-ce que tu viens faire ici? Voilà, il n'y a pas assez d'étudiants français pour faire le truc, le cirque. Donc, ça, c'était une réaction saine. Mais, sauf qu'il y a toujours des gens en haut qui font que ça perdure. Et ça, c'est cette idéologie perverse qui laisse la pornographie, qui laisse dans les rues les pédophiles, qui va faire augmenter donc le jeu de hasard, légaliser le jeu de hasard, légaliser absolument toutes les perversions, tous les blasphèmes, toutes les folies, toutes les bêtises. Enfin, ils vendent l'inceste aujourd'hui, on discute d'inceste dans les plateaux de la télévision, de la TSR, télévision suisse romande. Ah, et vous avez un philosophe, mais avec une tête de con, avec un nœud papillon, qui, la même chose que Novak, il parle, il finit, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Et le type en face, il lui dit, vous êtes pour ou vous êtes contre? Il comprenait pas. Et en fait, il n'est ni pour ni contre. Là, à ce moment, c'est le début, il ouvre juste une porte. Il se prononce pas encore. Il ouvre la porte. Il y a la lumière qui passe, c'est déjà trop tard. Parce que le type, normalement, il parle comme ça, il se prend 2 gifles, direct. Tout de suite. Il se prend 2 gifles, tu dégages. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quoi? C'est-à-dire que l'inceste, ça serait possible entre 2 adultes consentants?
T'es con, quoi. T'es un porc. Dégage-moi de là. Ça, c'est un débat sain. Clairement, voilà. D'ailleurs, j'ai intitulé l'article sur mon site des porcs suisses. Ils se reconnaîtront, pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient contre. Des porcs suisses discutent de l'inceste. C'est inacceptable, on ne discute pas de ça. On ne discute pas de ça. En plus, ça n'a aucun sens. On va pas discuter de tout, on va pas refaire le monde. Tous les interdits, ça n'a aucun sens. Bref. Donc, ce bouquin, alors j'ai eu beaucoup de retours. Il est dense, il est très dense. Ça va, il a un petit succès, il plaît aux gens. Je suis content. Mais bon, il y a toujours, j'aimerais enfoncer encore un petit peu le clou, vous savez, ça fait mal. Je confirme, je vais appuyer mon livre par quelques exemples, mais de l'actualité ultra récente. Bon, vous avez remarqué, technique de propagande de subversion, Florence Cassé. Rien compris. Je n'ai rien compris. J'ai pas compris le concept Florence Cassé, moi, j'ai pas compris. 300, 400 journalistes qui l'attendent à Bidule, qui l'attendent là, elle va voir le président, elle va voir l'ex-président. J'ai pas compris, je sais pas qui c'est, elle fait partie du peuple élu, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a fait, ça n'a aucun sens. Il y a le type là qui est resté 40 heures à In Amenas dans l'attaque de Ben Mokhtar, le borgne. Il est resté 40 heures, non, Ben Mokhtar il n'y était pas. Il était caché au Mali ou je sais pas où. Il était pas, c'est génial. Il a envoyé les autres crever. Donc il est resté 40 heures. Vous savez qu'il a rapatrié l'armée américaine. Il a fini à Rome. L'ambassadeur n'est même pas venu, ou le consul n'est même pas venu l'accueillir. C'est un pauvre petit Français qui n'intéresse personne en fait. Il n'y avait pas de valeur ajoutée dessus. Florence Cassé, on pouvait faire l'humaniste, on pouvait faire. C'est une mascarade. C'est honteux. Comme si moi, Salim Laibi, en 2013, j'allais pleurer pour Florence Cassé. Ou être heureux de sa libération. Mais je m'en fous, je la connais pas. Je vais pas pleurer chaque mort sur terre. Vous non plus. C'est pas un manque c'est juste de la logique. Je vais pas me faire la fête à chaque fois qu'un type il va avoir son bac. Ça n'a pas de sens. Cette femme, on la connaît pas, qu'elle reste dans le domaine dans son domaine privé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ça marche, une semaine de Florence Cassé, vous en mangez. Entre-temps, on parle pas du reste. Goldman Sachs, chers amis, parlons de la crise. Parce que Florence Cassé, elle sert à quoi? Elle sert à camoufler la crise. Vous avez un abruti d'économiste, responsable Europe, qui s'appelle Hugh Hill. Hill, c'est comprimé, je crois. C'est un truc, c'est rigolo, ça. H-U-W, Hill, qui a fait une interview au Huffington Post, et qui demande, il se dit, bon, la France, elle est en galère, oh là là, oh, il faut que les salariés baissent leur salaire de 30%, ça ira mieux. Ça ira mieux. Et ce qui est économiquement d'une bêtise inouïe. La croissance baisse de 30% direct. Donc, rebaissez votre salaire de 30%, c'est ça la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le projet? Un abruti. Ce type, l'échafaud direct. Ce type, c'est l'échafaud. Il faut les éliminer, je ne plaisante pas. Il faut que les services secrets français s'occupent de ces gens. Ces gens-là nous tirent vers le bas. Ils nous tirent vers le bas. Il faut que les gens qui ont le pouvoir dans ce pays, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est sérieux quand même tout ça, il faut que les gens qui ont le pouvoir d'agir agissent, qui s'occupent de cette racaille, ces voyous qui ont paupérisé la planète et qui veulent qu'on se tape dessus et qui nous tirent vers le bas. Voilà. C'est fou. Eux, ils ont le droit d'imprimer de l'argent, mais nous, on a le droit qu'à baisser notre salaire de 30%. Mais vous plaisantez. Mais c'est impossible, abruti. Le loyer, il est à 1000 euros, le salaire, il est à 1000 euros. Si je baisse 30%, les banques vont faire faillite. Il y aura plus de remboursement des loyers. Il est con, quoi. C'est interdit d'être aussi bête. Mais c'est pas grave, il passe au Huffington Post, tenu par Anne Sinclair. Merci, il y en a qui suivent. Bank run de l'or physique. Il y a tout le monde qui essaie de récupérer son or. Faites de même. Je vous le dis tout de suite. Faites de même. La Suisse essaie de récupérer son or. Il y a un référendum qui est en train de se faire. Ils sont à 90 000 signatures. Il en manque 10 000. Ils veulent récupérer leur or. 1040 tonnes qu'ils veulent récupérer. Et moi, je vous le dis, c'est la fête des haricots. Hein.
Ah, c'est la fin des haricots. Quand il y a tout le monde qui veut récupérer son or, c'est que la fin est très proche. Alors je vous signale que Bruno Le Maire, ex-ministre de l'Agriculture, vient de faire un livre dans lequel il expliquait le off de sa campagne sarkozyste et dans laquelle il disait qu'à un moment donné, Sarkozy a dit clairement, si la semaine prochaine l'euro déborde, saute, qui imprime le franc, comment on fait? Donc c'était dans les tiroirs. Hein. Ça, on le dit, on ne nous croit pas, bande d'abrutis. Vous attendez que le maire vous le dise. C'est ça? Donc Sarkozy avait en tête à un moment donné, l'euro va sauter, comment je fais pour imprimer des francs? Comment ça se passe? Du jour au lendemain, combien il en faut? Qui imprime? Elle est où l'imprimerie? Ils sont où elle est où la plaque? C'est ça qu'il cherchait. Comment on fait? Voilà, c'est comme c'est comme vous savez les vaccins. Qui fait quoi? C'est quoi la structure qui s'occupe de ça? Ça c'est la meilleure de la journée. On va se régaler. Vous savez? Ah oui, j'adore ça. J'adore quand j'ai raison. Bon, ça me fatigue un petit peu, mais à force, mais j'adore. Le Crédit Agricole, qui a censuré notre travail, donc qui veut plus travailler avec les éditions Fiat Lux qui publient le livre, sans aucune raison. Si la seule raison qu'ils ont donnée, c'était un mensonge flagrant d'un responsable de l'Estac du Crédit Agricole, un clown. D'ailleurs, je demanderai aux responsables de Paris de Crédit Agricole d'imposer le nez rouge comme tenue de travail à tous ses salariés, parce que franchement c'est indispensable, parce que bon, on sait pas, nous on croit qu'ils s'en sait rien, en fait c'est des clowns. Il nous faut du temps pour comprendre que c'est des clowns. Et ce temps de latence est préjudiciable. Donc si on sait tout de suite que c'est des clowns, au moins ça me fait gagner du temps. Donc le Crédit Agricole, qui a perdu 10 milliards il y a pas longtemps avec l'Emporiki Banque grecque, 10 milliards d'euros. Le trou de la Sécu, 10 milliards d'euros. Pour vous dire à peu près ce que c'est que 10 milliards d'euros, vous multipliez par 1000, ça fait 10 000 millions d'euros. Vous divisez par 3, ça fait 30 000 appartements à 300 000 euros. Vous achetez tout Marseille. Tout Marseille, c'est à vous. C'est à vous. C'est gigantesque. C'est gigant. Et des beaux apparts, hein, parce que là, le prix a baissé, là, hein, ça chute un peu. Vous pouvez négocier les tarifs, hein. C'est monstrueux. C'est énorme. Donc ils perdent ça, ils se permettent de faire la leçon. C'est à mourir de rire. Donc la responsable du Crédit Agricole m'a dit qu'il faisait pas les maisons d'édition. Vous tapez sur Internet 30 secondes, vous trouvez des maisons d'édition chez le Crédit Agricole, donc c'est une menteuse. Elle n'a qu'à m'attaquer en justice, on ira au tribunal. J'ai déjà déposé plainte d'ailleurs, on verra s'il y a une justice dans ce pays. C'est des menteurs, des manipulateurs et des gens extrêmement médiocres. Et dernièrement, 31 janvier, l'avant-veille, il y a 2 jours, donc le Figaro nous explique qu'il y a déjà une perte nette de 2,48 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année du Crédit Agricole. Ça fait 2480 millions d'euros. Alors moi, je dis juste au Crédit Agricole, comme ça, petite quenelle au passage, je n'ai pas de leçon à recevoir de votre médiocrité crasse. C'est tout. C'est pas méchant. États-Unis, nouvelle bulle de 1000 milliards d'euros qui menace l'économie, c'est les prêts étudiants. Déjà, moi, il faudrait qu'on m'explique. Moi, je veux juste comprendre un truc. Pourquoi les étudiants, pour payer leurs études, ils se font prêter 80 000 $? Je comprends pas. Moi, j'ai fait des études supérieures. Ça coûtait, à l'époque, maximum faut pas fumer, faut pas aller en boîte, faut pas boire, hein. Je vous parle de nourriture, loyer, loyer en cité universitaire, même loyer à l'extérieur, ça allait. Je parle il y a 20 ans. Ça coûtait 30 000 francs l'année, 4 500 €. Allez, on arrondit à 5 000 € l'année. 5 ans d'études, 6 ans d'études, ça va. Vous les payez, vous travaillez à mi-temps à la fin du cursus, ça va. C'est quoi ces 80 000 €? Les universités sont payantes, c'est cher. Mais c'est pas sérieux, ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. C'est pas normal. Donc ceci est une dégradation du niveau social, du niveau du peuple. Vous n'aurez plus accès à ces études. C'est aussi simple que ça. Voilà, parce que 80 000 €. Et là, bien sûr, vous savez que les subprimes au départ, en 2007, il était question d'une bulle à 1000 milliards de $. C'est la même. On nous annonce ça comme si de rien n'était. Merci, au revoir. En parlant d'études, au Canada, vous avez des étudiantes montréalaises
qui seraient de plus en plus nombreuses à recourir au service d'un sugar daddy afin de payer leurs études. C'est de la prostitution. C'est le cas en France, il y a des dizaines de milliers d'étudiantes françaises qui se prostituent occasionnellement, surtout depuis Internet, pour payer leurs études. Bravo l'émancipation des femmes. Alors, le juge de la Cour de cassation donc s'appelle Ferdinando Imposimato et son livre s'appelle La République des tragédies impunies, dans laquelle il parle donc des années de plomb, donc la loge P2, Gladio, le Stay Behind, donc tout ce dont je parle depuis quelque temps, et il relie ça aux Bilderbergers qui sont donc à Rockefeller, Kissinger qui est un franquiste. Brzezinski, Zbigniew Brzezinski est un descendant direct de Jacob Frank. Ça vous va ça? Voilà. Sarkozy il est de Salonique. C'est les deux en fait. C'est les deux. C'est la base de Balladur aussi. Balladur est un sabataïste. Il y en a plein. Vous allez halluciner. John Kerry. Brzezinski fait la pluie et le beau temps aux États-Unis depuis 40 ans, 50 ans. Faut savoir de quoi on parle là. Hein. On parle pas de petits joueurs d'arrière-plan politique. Non, on parle du premier plan. On parle du premier plan, celui qui susurre à l'oreille du président ce qu'il doit faire. Voilà, c'est pire que le président. Voilà. À Marseille, pour arranger les choses, la BAC Nord de Marseille, donc, vient de réintégrer les 16 ripoux qui étaient donc accusés de trafic de drogue, de trafic de cambriolage, etc. Ils viennent de les réintégrer et le seul qui n'a pas été réintégré, c'est celui qui a parlé. Moi, depuis cette affaire à Marseille, je ne vois plus les faux plafonds du même œil. C'est-à-dire, quand je vois un faux plafond, je me dis peut-être qu'il y a 3 kilos de drogue, il y a 150 000 euros cachés. Donc, vous rentrez au commissariat c'est chez moi, hein, c'est mon quartier, de la BAC Nord. Moi, ça fait des années que je leur dis, la police, c'est elle qui fait le trafic de drogue. C'est pourquoi? Parce que c'est très simple. Ils sont là, ils se lèvent le matin, ils sont là pour ça, d'accord? Ils sont là pour ça. Ils surveillent, ils écoutent, ils ont des indices, ils sont là pour ça. Bon. S'ils veulent les arrêter, ils les arrêtent. Point à la ligne. C'est tout. Prenez les endroits où ils vendent du shit, vous mettez 3 bus de CRS, il n'y a plus aucun acheteur, c'est coulé, c'est fini. Il n'y a personne qui va venir acheter, il y a des CRS. L'acheteur, il vient des quartiers sud, il arrive dans les CRS, il fait comme s'il allait à l'Estac. Il va aller boire un café, direct. C'est fini, ça s'arrête là le business. Non, ça continue. Donc je l'ai toujours dit. Alors, il y a mon ami Farid qui m'a raconté tout à l'heure une blague. Je plaisante pas, hein. Il y a un dealer qui se fait arrêter, qui se fait courser par les flics. Il se sauve, il jette le paquet de drogue et d'argent. Et vous savez, le flic, il choisit quoi? Il prend le paquet. Il court pas après le dealer. Je vous jure, c'est vrai. Il prend le paquet. Il court après le paquet. Il sait qu'il y a, d'abord, c'est tous des drogués. Ils fument tous. Non, mais sérieusement, hein. Sérieusement. Ils fument du shit et ils savent qu'il y a 10, 15 000 euros, 20 000 euros dedans. Et c'est l'argent qu'on trouve dans le faux plafond et dans la grand-mère qui est venue le récupérer, etc. Bon, bref, ils étaient tous sur écoute. On sait ce qu'ils ont fait. Donc, tout ça, je l'ai dit, on le dit, mais c'est une évidence, c'est d'une clarté. Parce que sinon, en fait, ils existent ou pas, c'est la même chose. C'est quoi leur but dans la vie? Enfin, leur objectif, c'était d'arrêter la criminalité. C'est un échec total. Je sais pas, vous ramenez un constructeur pour vous remonter une maison, vous lui donnez 500 000 euros. Au bout de 20 ans, il n'y a toujours pas de maison. Vous attendez toujours les fondations. Il y a quelque chose qui cloche. Ils sont où les travailleurs? Où est la grue? La matière première, les briques, c'est où que c'est tout ça? Ça va commencer à un moment donné, le chantier, monsieur. Les flics, c'est pareil. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Ils sont partout, ils sont nombreux, ils ont les moyens. Ils peuvent mettre sur... Écoute les gens, ils payent des indices, il y a des protocoles, etc. Et il n'y a jamais eu d'amélioration dans le quotidien des gens. Ça veut dire... ou ils sont complices, ou ils doivent être dégagés d'ici, manu militari, d'abord dégradés dans leur grade parce qu'ils sont mauvais, médiocres et imbéciles, etc. C'est la moindre des choses, il faut constater l'échec. Non, réintégrer. Merci.
Tout ça pour dire que Hollande, le 9 janvier dernier, au 12e régiment de cuirassiers d'Orléans, donc c'était les vœux militaires, je crois, vœux présidentiels aux armées. Vous savez ce qu'il a fait? Ils ont désarmé tout le monde. Ils ont enlevé les munitions, les percuteurs des fusils, les munitions étaient confisquées et stockées dans des sacs plombés, et les platines des pistolets. C'est-à-dire que Hollande, Mitterrand, mais de toute façon, ils ont peur de l'armée. Ils ont peur que les choses puissent déraper. Ils savent qu'il y a des gens encore honnêtes dans ce pays, et ils ont peur que ça puisse déraper. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et c'est exactement partout pareil dans le monde où il y a toutes ces crapules. Bon, je pouvais parler, mais je l'ai déjà fait, du mariage pour tous et de Pierre Berger, le dégénéré, le verra, le porc, qui nous explique que où sont les féministes, sans déconner? Où sont-ils? Quand il dit qu'une mère porteuse, c'est la même chose qu'un gars qui travaille à l'usine. Il dit ça le plus simplement du monde. Une mère porteuse, c'est comme un gars qui fabrique des pièces pour Valeo, pour Renault. C'est la même chose. Donc vous êtes une pièce de Valeo, vous êtes un phare en fait. Vous êtes un câble embrayage. C'est la même chose qu'un être humain. C'est ça, hein, c'est ça qu'il dit. Et ce type-là, l'ex-amant d'Yves Saint-Laurent psychopathe qui a passé sa vie dans des asiles psychiatriques, qui en est mort, qui a dessiné La vilaine Lulu, qui est une bande dessinée de sataniste total, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Donc ce type-là, il fait la pluie et le beau temps dans ce pays, il rentre à l'Élysée quand il veut, à Matignon quand il veut, il organise ce qu'il veut quand il veut, il est milliardaire en plus, ça tombe bien, patron du Monde, têtu, il a revendu je crois, il passe à la télé quand il veut ce type. Il nous explique ça, il n'y a personne qui le reprend. Alors moi je le dis clairement aux gens qui l'ont en face, qui n'ont pas le courage de lui dire, effectivement vous êtes ce qu'il dit. Vous n'êtes rien, vous êtes des minables, vous ne méritez pas votre condition d'être humain, vous êtes des sous-hommes, et vous méritez qu'un type comme ça puisse vous dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire vous ne valez pas plus qu'une chaussette qui sort d'une usine, ou vous êtes rien, vous êtes des minables, des cafards qu'il peut écraser. Parce que si un type comme ça, il peut dire ça, et il repasse à la télé quand il veut, il fait un spectacle au théâtre du Rond-Point avec l'autre dégénéré de Jean-Michel Ribes, s'ils peuvent faire ça, c'est que vous êtes minables. Voilà, ça ne se discute pas. C'est illégal dans ce pays, la commercialisation du corps, parce que si on fait ça, il faut légaliser la vente des organes, hein, tout de suite. Hein. On ne peut pas vendre le corps entier par les organes, ça n'a aucun sens. Donc il faut commercialiser les organes, il faut commercialiser le corps humain, l'esclavage. L'esclavage, j'achète un esclave et je le paye, il est consentant, ma foi. Il est consentant. Toujours cette histoire de consentement, d'émancipation, d'humanisme, les trucs qui n'ont aucun sens. En Hollande, on le fait. Pourquoi pas nous? Depuis quand compartons les politiques des nations? Aux États-Unis, il y a la peine de mort. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas dans ce sens? Ça n'a aucun sens. C'est quoi ces arguments? Mais d'abord, il n'y a aucun argument dans la partie d'en face. Ils n'ont aucun argument. Je l'aime donc, j'ai le droit de me marier avec lui. Je l'aime, c'est par amour. Vous savez, moi j'étais jeune, donc j'étais enfant, et j'ai eu un premier chien qui s'appelait Rex. J'aimais ce chien. Je vous jure que je l'aimais. Je rigole pas, quand il est mort, j'ai pleuré. Vous savez comment il est mort? Il a sauté une barrière avec des pics, il s'est en bidule dessus, une horreur, vous savez. J'étais trop triste quand il est mort. Je l'aimais ce chien. Je vous laisse faire les conclusions Mais vous êtes pas des êtres humains, sans déconner. Il y a 80 milliards de neurones et 100 fois plus ou 10 fois plus de cellules gliales dans vos boîtes crâniennes. C'est pour me sortir des arguments pareils. Sans déconner. C'est pas sérieux. J'adore le jus de cranberry. J'aime ça. Comment passer une bague, hein, Pierre, à une canette de cranberry? L'anneau. Ça n'a aucun sens, tout ça. Ils sont bêtes, ils sont stupides. Comment peut-on... Et bien sûr, tout de suite, immédiatement, je vous le dis tout de suite, hein, c'est fini les adoptions dans le monde entier. Il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un indien. Tout de suite, l'Inde a interdit l'adoption homosexuelle. Il y a déjà 30 000 couples en attente. En France, hétéros. Il n'y en aura plus là, c'est fini. Hein, parce que si vous croyez que vous allez faire passer ces lois dans le monde entier, là, je vous le dis tout de suite,
Vous pouvez tout faire. Mais ça passera jamais au Maghreb, hein. Faut arrêter, là. Attention. Bon, le Big Pharma, rapidement, scandale de la Diane 35, anti-acnéique, 315 000 personnes utilisées comme un contraceptif. Plusieurs morts. Et je vous signale tout de suite, on vous dit 5 morts, vous pouvez dire 500, hein, tout de suite. Ah oui, parce qu'une dame qui a pris ça pendant 10 ans, elle meurt en plein sport d'embolie budule, on sait pas, il y a personne qui va faire le lien avec la Diane 35. Personne. C'est le cas aussi pour le Mediator, c'est le cas pour tout le reste. Donc, faut être sérieux 30 secondes. Hein. Et en plus, la pharmacovigilance, le système de pharmacovigilance est dysfonctionnel dans ce pays. Il n'y a pas de remontée des médecins vers le centre de pharmacovigilance, c'est faux. Non, vous avez 315 000 personnes qui ont prescrit comme contraceptif, tous les médecins de France, bon, qui ont prescrit comme contraceptif à 315 000 femmes un anti-acnéique, hein, remboursé, etc., plus cher que tout ça fabriqué par Bayer. Vous savez qui c'est qui leur a dit de faire ça? C'est les vendeurs de chez Bayer qui passent chez vous, c'est du harcèlement, hein. Toc, 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 vous pouvez faire ça, c'est génial, ça marche et tout. Et le type, il fait ça, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le jour où il y a un problème, vous savez ce qu'il a dit Bayer? Tout de suite, il se lave les mains. Mais nous, on n'a jamais dit que c'était un contraceptif. Pleurez vos morts, chers amis, pleurez vos morts. Pour finir avec le franquisme et le sabbataïsme, très très important, et l'immonde, l'abominable, le misérable Qatar, que j'abhorre. Ah oui, que j'abhorre. Donc on vient d'apprendre que le Qatar a financé la campagne de Netanyahou d'après Tzipi Livni. Ok? On vient d'apprendre que le Qatar, dans le site Identité Juive, Israël devrait assurer la sécurité du Mondial 2022 au Qatar. On sait que ces gens-là achètent des footballeurs à plusieurs centaines de millions d'euros et pour jouer au foot, pour taper sur un ballon, alors que leurs frères sont en train de crever de faim et de soif juste derrière la mer, ce qu'ils veulent d'ailleurs, comment on appelle ça, le Golfe, etc. Bon, ils sont de l'autre côté, mais c'est pas grave. On va dire au Soudan, on va dire au Niger, au Mali. Vous voyez l'armée française, une misère pas possible. Aidez-les, je sais pas, vous avez pas d'argent, un petit truc à donner, vous faire construire, non. Par contre, ils savent acheter Ibrahimovic, un tocard, Beckham en fin de carrière. Ils achètent et ça fait amuser la galerie, ça rentre dans le principe de la subversion du panem et circenses. Donc, comment peut-on dire que ce pays est islamique? Comment peut-on dire qu'il soutient le terrorisme? Ça n'a aucun sens. Il va mettre des centaines de millions d'euros dans la chaîne beIN Sport. Donc, il va payer des droits de télétransmission. C'est des milliards. On parle de milliards. Ils ont construit, je sais pas pour combien de milliards, des stades olympiques monstrueusement grands, climatisés avec toiture, etc. Parce que le soleil là-bas, il tape quand même. Et pour être vide 3 semaines après, ça va être vide. Il y aura le cancer du béton qui va bouffer toutes ces infrastructures. Ils peuvent pas remplir, ils sont 15 000 ces abrutis. Ils peuvent pas remplir ces stades, ils peuvent pas. Toute l'Arabie, ils peuvent pas remplir des stades pareils. Il faut être des pays comme l'Italie, la France, l'Algérie, il faut être 40 millions, 50 millions pour remplir des stades. Alors pourquoi vous construisez ça? C'est comme la Grèce avec les 12 milliards qu'ils ont fait pour les Jeux Olympiques et juste après ils en ont besoin. Ça n'a pas de sens. Fallait créer des infrastructures, des hôpitaux, des autoroutes, des aéroports, des trains, des TGV. Ça fait de l'économie, ça fait créer de la croissance. Donc tout ça pour dire que le Qatar, qui est le repère de toute la racaille maçonnique islamiste, pseudo-islamiste, moi si je voulais vous faire comprendre un truc, c'est que ne prenez jamais quelqu'un, son patronyme et sa tête pour ce qu'il dit être. C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed Ibn Abdallah que c'est un musulman. Ça peut être un sabbataïste de la pire espèce. Que ça soit clair. C'est pas parce qu'il s'appelle Christian, Saint-Antoine, Sainte quelque chose, ça veut pas dire que c'est un chrétien. Ça peut être un franquiste qui travaille de l'intérieur et qui détruit. Ça c'est le summum de la subversion. Et ça, on en a dans tous nos pays, dans tous ces pays que vous pouvez prendre, absolument tous, la Grèce, tous, la Pologne.
Pourquoi la Pologne elle a choisi de prendre le parti de l'Amérique et pas de l'Europe à un moment donné, à votre avis? Ça explique absolument tout. Tous les choix stratégiques ces 30-40 dernières années, c'est une évidence. Voilà, je prendrai pas plus de votre temps, je crois que j'en ai abusé. Merci pour votre attention.